Bonjour à tous, Bonjour, bonjour, Bonjour à tous. bonjour. j'espère que tout le monde va bien. Augustin et Paul, merci d'être là. Je suis ravi d'animer ce webinaire avec vous. Avec Merci plaisir. Hugo, merci pour ton invitation. Avec plaisir, on va rentrer un peu plus tard, dans quelques minutes, dans le vif du sujet sur l'engagement collaborateur en 2023. On va juste laisser un peu de temps aux participants d'arriver, de se connecter. On va laisser 2-3 minutes, je pense. Éventuellement, n'hésitez pas à regarder dans le chat parce qu'on va vous envoyer de quoi vous connecter à la session. Parce que, comme Augustin vous le précisera un peu plus tard, on va faire un webinaire interactif. On va vous demander de participer avec nous pour que ce ne soit pas descendant. Donc voilà, je vois que des personnes arrivent. On a pas mal de personnes qui nous saluent. Bonjour à tous. Merci pour votre participation et votre présence. Il y a du monde, il y a du monde. En effet, en C'est effet, bien. en effet. Bonjour Annie, bonjour Sandra, bonjour Barbara, Charlène, Arnaud, Philippe et tous les autres. Bonjour. Exactement. Ok, donc comme je le disais, on va se laisser 2-3 minutes. Dis-moi, Augustin, ça fait combien de temps que tu travailles chez Teamstarter? Écoute, ça fait presque 4 ans, Team Starter. Bon, on va attendre quelques secondes que tout le monde ait eu le temps de se connecter pour en dire un petit peu plus. Et Yes, voilà, que je... yes, yes. Moi, de mon côté, ça fait 1 an et demi que j'ai eu la chance de rejoindre Bicast et en route pour de nouvelles aventures encore, hein. Et toi Paul alors, combien de temps? Mais Augustin, je suis ravi que tu me poses la question. Ça fait 8 mois que je suis ici et tu me l'avais encore jamais posé. Donc, Ouais, comme quoi, ça peut servir les webinaires, ça permet d'apprendre à se connaître aussi. non, Ça mais permet complètement. de- Créer du lien, c'est beau. Eh bien, écoutez, quelle heure est-il là, actuellement? 11h32. J'ai l'impression il y a encore quelques personnes qui arrivent, mais je me dis qu'elles pourront rattraper le wagon. De toute façon, Ouais. on va rentrer dans les présentations. Là, Augustin, je vais te laisser commencer. Allez, on se lance pour pas mettre de retard dans la journée des uns et des autres. Bienvenue dans ce webinaire sur l'engagement collaborateur en 2023. J'ai l'impression qu'il y a un peu de réverbération. Mmh, On s'en Paul, est-ce que excuse. tu as ton micro activé, non? Ouais, Tout à voilà. fait. Les joies du direct. Bon, j'ai l'impression que c'est mieux. Ouais. Donc oui, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu notre vision et notre compréhension des enjeux sur l'engagement collaborateur en 2023. Pour ma part, donc, je suis Augustin Franc, je suis le Head of Sales de Teamstarter. Teamstarter, on est une démarche d'engagement avec un parti pris, c'est de rendre les collaborateurs acteurs des projets d'entreprise. Parce qu'en fait, un collaborateur acteur est un collaborateur engagé. On vous expliquera un peu plus le pourquoi du comment. Teamstarter, on est aujourd'hui expert de l'engagement. On a plus de 40 000 utilisateurs. On travaille avec une centaine d'organisations, principalement françaises, d'une cinquantaine de collaborateurs, voilà, des petites PME ou quelques startups, jusqu'aux grands groupes français comme le groupe BPCE, Suez, Bouygues, et j'en passe quelques-uns. Donc voilà, on est ravis en tout cas de pouvoir vous faire part de notre expertise et d'échanger avec vous aujourd'hui. Ravi, effectivement. Je suis Paul, je suis coach chez Teamstarter depuis donc 8 mois, nous l'avons dit. Et j'ai l'immense privilège de faire partie de la mission de réengagement dans l'entreprise en accompagnant les collaborateurs qui seront à l'initiative de projets et qui, grâce à leur énergie et un peu grâce à mon accompagnement, pourront passer de l'idée à la concrétisation. Eh ben, écoute, Paul, merci pour ta présentation. Moi, de mon côté, je suis Hugo Nkebaduno, comme vous pouvez le lire, hein. Je suis responsable marketing opérationnel chez Bicast, et Bicast, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On permet d'engager les collaborateurs, dans leurs réunions, notamment en ajoutant de l'interactivité, dans les réunions, comme je vous le disais, en favorisant l'intelligence collective et la collaboration. On a aussi un autre axe, qui est les formations, puisqu'on permet de réimpliquer les apprenants grâce à des sessions interactives et aussi en événementiel, digital ou physique comme aujourd'hui, par exemple en sondant l'audience et en rendant les événements participatifs. Donc au niveau de notre clientèle, finalement, on accompagne 1200 clients actuellement et on accueille sur notre plateforme 2 millions d'utilisateurs actifs par an. Donc on est aussi complètement intégré à des outils comme Teams, comme Google Meet, comme Zoom et Webex, pour ajouter de l'interactivité dans les différents points que je vous ai cités précédemment. On va pouvoir avancer. On va vous demander, pour rendre cet événement interactif, de nous rejoindre sur la session Bicast. Donc,
Si vous avez 2 possibilités, vous pouvez scanner le QR code et participer via vos téléphones ou éventuellement, cliquer sur le lien que ma collègue Clara, qui est modératrice aujourd'hui et qui pourra répondre à vos questions en direct, si vous en avez, n'hésitez pas dans le chat, vous a envoyé à l'instant. Donc, on va vous laisser un peu de temps pour nous rejoindre, pendant ce temps-là. N'hésitez pas à participer, hein. C'est l'intérêt du webinaire, c'est qu'on puisse aussi rebondir un peu sur vos idées, votre vision de l'engagement. C'est ce qui rendra aussi l'échange beaucoup plus intéressant. Complètement, complètement, on veut vraiment que ce soit un échange entre vous et nous. On a aussi envie de connaître vos insights, donc vraiment n'hésitez pas. Donc les enjeux de l'engagement en 2023, déjà cette année, mais en 2023 d'autant plus, on est tombé sur une étude de Gallup, qui est un cabinet de conseil, qui a fait ressortir des points clés pour les entreprises, donc pour vous comme pour nous au quotidien. Lorsque les collaborateurs sont engagés, on constate une diminution de l'absentéisme de 41%, une réduction du turnover de 24%, une hausse de la productivité de 17% et une rentabilité accrue de 21%. Donc, on constate que des collaborateurs engagés permettent aux entreprises de se développer, permettent aux entreprises d'être plus productives aussi et bref, d'atteindre leurs objectifs. Le décor est planté. Exactement. Ça a le mérite d'être fait. Donc là, comme on vous le disait, nous, ce qu'on souhaite, c'est de faire un webinaire interactif. On va vous demander de participer avec nous en quelques mots et selon vous, qu'est-ce que l'engagement collaborateur? Donc, je lance l'activité et vous pouvez ajouter des mots, voilà, et nous dire, selon vous, selon votre point de vue, en quoi consiste l'engagement collaborateur? Allez-y, lâchez-vous, il n'y a pas un nombre de mots limité. N'hésitez pas à faire part de votre vision. Ça fuse dans tous les sens, hein, ça va très vite. Mmh. Pour l'instant, c'est motivation qui C'est motivation qui s'affiche en gros? Ouais. Excellent. Implication, investissement, sens, impact. Donc je vois que ça parle à pas mal de personnes. Je vois Ouais. reconnaissance aussi, coopération, ouais, complètement. Complètement, et de toute façon, Augustin, j'ai sensation que tu vas pouvoir revenir dessus après. Mais oui, on Complètement. voit participation, engagement, tout à fait, hein, c'est même le cœur du sujet. Projet, excellent. Développement, tout à fait, un collaborateur engagé, prendra des initiatives et se développera au sein de l'entreprise. Donc c'est top. C'est vrai qu'on voit le nuage de mots évoluer. Merci à tous pour votre participation. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à la suite. Je vais donc clôturer l'activité. Et Et on va donc, pouvoir rentrer dans le vif du sujet. exactement. Donc maintenant que le décor est planté, que vous avez vu quelques chiffres présentés par Hugo qui sont assez représentatifs de l'enjeu de l'engagement en fait en 2023, mais déjà en 2022, on aimerait en fait aujourd'hui vous apporter des solutions les plus concrètes possibles à activer pour 2023. C'est aussi l'intérêt du webinar, c'est de vous faire part de notre expertise, mais aussi de vous apporter tout au long de cet échange des solutions très concrètes, alors qui pourraient passer par Bicast ou par Teamstarter, mais que vous pouvez aussi déjà mettre en place de manière peut-être un peu plus simple. L'objectif étant que chacun puisse sortir avec du contenu à la fin de cet échange. Exactement. Donc, globalement, comme Hugo a pu le dire en préambule, on voit bien que l'engagement, c'est un impact business aujourd'hui. C'est un impact business direct. Les organisations sont en train d'en prendre conscience, donc il y en a qui sont plus ou moins matures sur le sujet. En quoi on peut activer en fait des leviers d'engagement. Aujourd'hui, avec l'expertise de Bicast et l'expertise de Teamstarter, on en détecte 3 qui sont extrêmement puissants et parfois assez malmenés dans l'organisation. Donc, c'est les 3 axes qu'on a décidé d'aborder avec vous aujourd'hui et sur lesquels on aimerait échanger et vous faire part de notre expertise. Premièrement, le premier sujet qu'on va aborder ensemble aujourd'hui, c'est le sentiment d'écoute. Le sentiment d'écoute, c'est à double tranchant. Si vous faites penser à vos collaborateurs que vous les écoutez, donc que vous les sollicitez, mais que derrière, il n'y a pas d'action prise, malheureusement,
ce que vous allez créer, c'est de la frustration et du désengagement. Par contre, dans le sens inverse, si vous êtes capable de créer un sentiment d'écoute concret, alors vous avez tout gagné, vous allez réussir à embarquer vos collaborateurs. Donc, on va vous expliquer un peu quelles sont les solutions pour créer un sentiment d'écoute concret, tangible pour les collaborateurs et qu'il soit reçu tel quel par les collaborateurs. Deuxième sujet, c'est beaucoup apparu dans le nuage de mots. On a vu implication, on a vu acteur, on a vu initiative, prise d'initiative. Et bien voilà, en fait, ces prises d'initiative, c'est finalement super important de pouvoir, en tant que collaborateur dans une organisation aujourd'hui, être acteur de son quotidien. On a beaucoup vu aussi le mot impact et sens. Quand on parle d'impact et de sens, on ne parle pas que d'impact RSE. On parle de trouver sa place dans l'organisation et savoir quel impact on peut avoir au sein de l'organisation même. Si les collaborateurs aujourd'hui ne peuvent pas prendre d'initiative, ils deviennent consommateurs et non pas acteurs de l'organisation. Et ça, c'est néfaste à tout le monde. Dans le sens inverse, si vous êtes capable de rendre vos collaborateurs acteurs, les collaborateurs sont plus engagés et l'organisation bénéficie de la force vive de chacun. Et puis le dernier sujet, qui est un sujet encore plus d'actualité, c'est le travail hybride. Le télétravail notamment, le flex office, etc. Qui est une excellente nouvelle, je pense, pour tout le monde, mais qui aussi demande aux organisations de se réinventer. Aujourd'hui, on est persuadé qu'en fait, on est obligé de composer avec le télétravail, pardon. Et donc, ça crée des nouvelles problématiques comme des distances qui peuvent se créer, le lien social est distendu, la créativité peut être impactée, etc. Donc, on aimerait aussi vous donner notre vision de comment pallier ces sujets, parce qu'aujourd'hui, l'organisation se doit de composer avec ce travail hybride qui doit être une bonne nouvelle. Voilà un peu les trois grands sujets qu'on va aborder ensemble. Et ensuite, il y aura un moment d'échange où vous pourrez poser vos questions pour qu'on puisse se challenger entre nous. C'est parfait, Augustin. Je vais juste remettre en avant le QR code pour permettre aux personnes qui nous ont rejoints après qu'on l'ait diffusé de nous rejoindre sur la session éventuellement. Ouais. Donc voilà, vous voyez, vous avez le QR code à l'écran. Si vous voulez participer avec vos téléphones, n'hésitez pas à le scanner. Je vais le laisser à l'écran quelques secondes pour que vous puissiez nous rejoindre et que cet événement soit participatif pour tout le monde. Donc voilà. Et ensuite, Augustin, je te redonnerai la main. Hop. En tout cas, merci pour ton introduction, hein. C'est vraiment clair et je suis en phase avec toi, notamment sur le travail hybride et le fait que c'est quelque chose qu'il faille instaurer durablement, mais que ça a beaucoup d'implications, comme on le verra plus tard aussi. Ouais, en fait, ouais, c'est ce sujet-là, comme les deux précédents, soit on les saisit et ça peut devenir en fait une opportunité, soit on les saisit pas et ça peut devenir assez destructeur. Et c'est là où il y a un vrai enjeu et c'est ce qui nous anime aussi chez Team Starter. Tout à fait. Ben, écoute, je vais te laisser reprendre la main pour nous parler du sentiment d'écoute. Ouais, complètement. Merci. Du coup, le sentiment d'écoute, on a deux sujets très concrets à aborder avec vous. C'est qu'aujourd'hui, en fait, comme je le disais en intro, si l'organisation fait semblant, entre guillemets, d'écouter ses collaborateurs, malheureusement, c'est extrêmement néfaste. Dans ce cas, il vaut mieux rien faire. C'est un parti pris assez fort, mais faire croire à ses collaborateurs qu'on les écoute sans qu'il y ait d'initiative derrière, sans que les collaborateurs se sentent pleinement écoutés, malheureusement, c'est extrêmement dangereux. Ça crée de la frustration et du désengagement. Il y a deux événements dans la vie d'un collaborateur, dans son quotidien, qui peuvent créer cette frustration. C'est les réunions à répétition, dans lesquelles on ne sait même pas pourquoi on est là. C'est-à-dire 10 autour de la table et j'ai pas mon mot à dire. Donc, à quoi je sers dans cette réunion si je peux pas intervenir et faire part de ma valeur ajoutée. Et puis, il y a un deuxième risque dans l'organisation, c'est le syndrome de la boîte à idées sans suite. En fait, on lance une boîte à idées. Là, forcément, c'est la boîte de Pandore. Tous les collaborateurs proposent leurs idées. Et puis, à la fin de l'année, sur les 200 idées qui ont émergé, il y en a 2 qui ont été mises en place. Donc, 2 qui ont été mises en place, 198 qui n'ont pas abouti, en fait, on fait 198 frustrés et 2 satisfaits. Donc, je ne suis pas sûr qu'on soit gagnant au bout du compte. Et donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de vous expliquer, notamment par l'intermédiaire de Bicast ou de Team Starter, comment on peut réembarquer les collaborateurs et leur montrer qu'on a vraiment envie de les écouter et que ce qu'ils nous disent est pris en compte dans l'organisation, notamment dans le pilotage des réunions par l'intermédiaire de Bicast, et comment créer une boîte à idées où finalement chacun peut donner sa chance à son idée de manière concrète.
Alors justement, cet exemple de la boîte à idées, il est très bon. D'abord parce que ça fait maintenant quelques années, voire décennies, que les directions des ressources humaines y ont pensé. Euh, je tiens à souligner le fait que les directions des ressources humaines, ça fait longtemps qu'elles sont conscientes de la nécessité de devoir écouter ses collaborateurs. On ne réinvente pas la roue. Simplement, c'est compliqué à faire. C'est compliqué à faire parce que si on veut écouter tout le monde, il faut qu'on ait un dispositif d'écoute qui soit exhaustif et qui soit efficace. Et c'est un peu de ça qu'est née la boîte à idées. Si on veut écouter tout le monde, pour que tout le monde propose des choses. Le problème de ça, c'est que si on écoute tout le monde, mais que derrière, les suggestions, les idées ne sont pas prises en compte et encore moins exploitées, on génère de l'autocensure. Les gens ne sont pas bêtes. C'est-à-dire que si je propose qu'on m'écoute, mais qu'il n'y a rien qui se passe, je vais arrêter de proposer. En fait. Et ça, pour l'engagement, c'est terrible. Parce que si des collaborateurs se disent ça ne sert à rien que je parle, là, en termes d'engagement, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Donc nous, on est parti un petit peu de ce constat-là pour se dire, oui, on va conserver un dispositif d'écoute exhaustif, on va écouter tout le monde. Simplement, on va mettre en place quelque chose qui va permettre de mettre en place des choses, déjà, ce qui est une grande évolution par rapport à ce qu'on avait avant, mais des choses qui vont être décidées par les collaborateurs. C'est-à-dire qu'avant, on avait une boîte à idées, 200 idées, et finalement, le COMEX, dans cet immense nuage d'idées, se dit, on ne sait pas vraiment quoi prendre, on ne sait pas vraiment comment s'y prendre, donc on va décider de mettre ça en place. Et c'est ce que j'aime bien appeler le syndrome du baby-foot. Le syndrome du baby-foot, c'est une direction des ressources humaines, une direction qui sont vertueux, comme d'habitude, et qui se disent, voilà, il faut bien qu'on fasse un geste, il faut bien qu'on avance dans cette envie des collaborateurs d'être engagés, donc on va leur trouver un petit quelque chose. Et souvent, ce petit quelque chose, ça prend la forme d'un baby-foot. Le problème de ça, c'est que peut-être que les collaborateurs, ils n'ont pas ni envie, ni besoin d'un baby-foot. Peut-être qu'ils ont envie de totalement autre chose. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème, parce que si on propose quelque chose alors qu'il n'y a pas d'envie devant, déjà on loupe une opportunité d'accéder à une envie. Et de deux, ça n'a pas d'écho chez le collaborateur de proposer quelque chose qui n'a pas été voulu. Donc voilà, nous, pour résumer, notre philosophie, c'est pas de vous aider à atteindre une cible dans le noir, c'est de faire en sorte que le collaborateur dise, voilà, moi j'ai une idée, voilà ce qui nous ferait plaisir, voilà ce qui nous permettrait d'être plus engagés, et moi, collaborateur, je me mets en marche pour gérer un projet autour de cette solution-là. Alors, c'est beaucoup de mots, beaucoup d'idées. Concrètement, à quoi ça ressemble? Une fois qu'on a un nombre finalement défini de projets autour d'idées, qu'on a redonné ce pouvoir d'agir aux collaborateurs en leur disant allez-y, proposez des idées, à quoi ça ressemble? Je vais vous montrer quelques exemples de projets qui arrivent sur une plateforme. En l'occurrence, vous avez fait un petit florilège des projets qui ont déjà été publiés sur diverses plateformes. De quoi on s'aperçoit? Déjà, on a un nombre qui est raisonné de projets sur des thématiques qui ont été définies en amont avec la direction. La thématique RSE, c'est un grand classique. Ça peut être de la qualité de vie de travail, ça peut être tout simplement de la cohésion ou, un peu plus précis, des dispositifs d'apprentissage en interne. Donc déjà, on a un nombre de projets qui est défini, qui est pilotable. Ensuite, on a des porteurs de projets qui sont motivés, forcément, puisque ce sont eux qui sont à l'initiative des idées et des projets. Et non seulement ils sont motivés, mais en plus, il y a des gens comme moi, chez TeamStarter, qui sommes là pour accompagner ces projets, pour qu'ils aillent jusqu'au bout et pour qu'ils soient contents, qu'ils soient satisfaits de porter leur projet. Ça, c'est hyper important. Je considère que j'ai bien fait mon travail quand il y a un projet qui est mis en place, qui est mené à terme, mais surtout qu'on a un porteur de projet qui est enrichi, qui est plus engagé, qui a appris quelque chose et qui a suivi une bonne expérience. Et enfin, finalement, les collaborateurs qui n'ont pas
portée de projet, mais qui voient bien que le projet a été publié sur la plateforme, bah, eux, ils ont la possibilité de contribuer, de s'inscrire en tant que participant, puisque bah, une grande force de TeamStarter, c'est cette plateforme de financement participatif qui permet à n'importe quel collaborateur avec du budget alloué par l'entreprise de dire, bah, voilà, moi, ce projet de course contre la faim, ça me plaît bien, j'ai envie de participer, j'ai envie de contribuer, je vais financer un petit peu, et comme ça, bah, on va arriver à financer et on va arriver à le mettre en place. Ça, c'est la grande force du financement participatif. Voilà, dans les grands principes, les projets, ça engage forcément, puisque les collaborateurs redeviennent acteurs, chacun à leur échelle, de leur entreprise. Et de fait, bah, ça renforce le lien. Il y a des gens qui se connaissent, il y a des gens qui apprennent à se connaître. C'est de la part de l'entreprise une forme de reconnaissance de la créativité des collaborateurs. Et c'est surtout une grande marque de confiance. Puisque si moi, entreprise, je te dis à toi, collaborateur, je te fais confiance pour, un, porter un projet et deux, avoir un budget qui est alloué à ce projet, bah, c'est un très grand signe de confiance. C'est très bon. Et ça, bah, il n'y a pas de secret, mais ça améliore la productivité, tout simplement. Et en termes de productivité, je crois que chez Bicast, vous avez bien compris le sujet. Écoute, ouais, tout à fait, merci. Moi, je me dis, en voyant tout ça que ça peut être hyper intéressant d'implémenter chez Bicas parce qu'on a plein de projets en interne, qu'on aimerait faire vivre et ce que vous proposez là, ça a l'air top. En parlant de productivité, ma foi, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que, il y avait des vecteurs au manque de productivité liés à l'engagement et notamment, qu'il y avait un temps global improductif en réunion, comme tu pouvais en parler, tout à l'heure, Augustin. Donc, c'est le cas dans pas mal d'entreprises. On a déjà tous assisté à une réunion en se posant la question de l'intérêt de notre participation ou assisté à une réunion très descendante ou encore eu un sentiment d'inachevé car aucune décision avait été prise. On n'avait pas statué sur un point précis à la fin du meeting. Donc, le but derrière tout ça, pour éviter ce genre de pratique, c'est de mettre en place justement des bonnes pratiques. Donc, ça va être de s'assurer que tout le monde est nécessaire dans la réunion, que les participants qui sont là ont une réelle plus-value pour éviter de leur faire perdre leur temps à eux, mais aussi éventuellement de poser des questions pour contextualiser ou autre. Vraiment se contenter d'inviter des participants qui auront une plus-value à cette réunion. Derrière, bien évidemment, il y a de définir un ordre du jour pour que tout le monde puisse réfléchir soit en amont de la réunion, soit garder le cap pendant cette réunion. Derrière, il va falloir préparer une décision arbitrée. Comme ça, au sortir du point, tout le monde pourra se mettre en action. Et surtout, il va falloir créer un plan d'action, enfin pas surtout, mais par la suite, il va falloir créer un plan d'action et un compte rendu pour que tout le monde ait le même niveau d'information et que l'information ne se perde pas à la fin de la réunion. Donc, d'un point de vue opérationnel, nous, Bicast, comment est-ce qu'on répond à ces problématiques? Finalement, vous allez pouvoir uploader vos contenus, vos présentations, qu'elles soient PowerPoint, Google Slide ou autres, sur la plateforme comme vous le voyez actuellement. Derrière, vous allez pouvoir ajouter des modèles d'activité pour vos sessions de brainstorming et les partager avec votre équipe de manière asynchrone, c'est-à-dire avant la réunion pour engager et faire en sorte que les participants ajoutent leurs idées pour gagner du temps lors de la réunion. Mais quand ce n'est pas possible ou quand vous en avez décidé autrement, vous pouvez aussi le faire de manière synchrone, c'est-à-dire que tout le monde participera en temps et en heure pendant la réunion. Par la suite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un compte rendu est envoyé automatiquement aux participants et ceci permet à tout le monde d'avoir le même niveau d'information. Donc, si je passe à la suite, derrière cette mise en action, c'est très important d'encadrer ses collaborateurs, mais ce que vous allez vouloir aussi, c'est de faire en sorte qu'ils soient preneurs d'initiative. Donc la prise d'initiative, c'est un des vrais enjeux et qui découle de l'engagement aussi. Donc quels sont les enjeux de la prise d'initiative? Finalement, c'est d'avoir des collaborateurs qui ont confiance en eux. Comme ça, ils deviendront force de proposition et indépendants. Ils auront plus confiance en eux, ils révéleront leur potentiel et deviendront intrapreneurs, ce qui donnera de la prise d'initiative. Ils auront pour objectif de faire avancer l'entreprise tout en se sentant confiants. Ils pourront prendre de nouvelles initiatives. Derrière, ça va développer le sentiment d'appartenance. Et on sait qu'actuellement, c'est un des grands enjeux pour les entreprises, c'est fidéliser les talents, notamment avec un contexte en 2023 où le marché du travail est amené à se tendre. Il va vraiment falloir fidéliser ces talents. Comment faire ceci? Comment faire pour que vos collaborateurs prennent des initiatives? Eh ben, dans un premier temps, ça passe par de la reconnaissance. En effet, un collaborateur qui a des succès, il faudra ne pas hésiter à reconnaître ses succès pour lui donner confiance en lui. Derrière, le but va être de rendre ces acteurs, ses collaborateurs,
plutôt acteurs du processus de décision. En effet, si vous les sondez lors de décisions stratégiques ou de décisions qui impliquent l'entreprise, ils se sentiront d'autant plus engagés et se sentiront acteurs du projet de l'entreprise. Et bien évidemment, c'est éviter le management top-down, ces réunions très descendantes où on ne questionne pas les collaborateurs, on leur impose des décisions. Là, on va vous demander de participer de nouveau, en effet. Selon vous, quels sont les freins à la prise de décision? Donc, vous allez pouvoir participer à un QCM et on va essayer de voir si vous avez quelques idées par rapport à tout ça. Donc, est-ce que selon vous, c'est la lourdeur administrative? Est-ce que selon vous, les freins à la prise d'une décision, c'est une culture saine? Est-ce que c'est des managers bienveillants? Je vois vous commencez à répondre, il y a pas mal de personnes qui donnent leur avis, en effet. On a déjà plus d'une dizaine de réponses. Et qu'est-ce qui se dégage? Finalement, on voit que c'est la lourdeur administrative. Ouais, on est tous passés par ces entreprises où il y avait une quinzaine de strates à valider pour faire valider son projet finalement. Ah, il y a le manque de confiance en soi qui émerge aussi. Eh ben, écoutez, on a une cinquantaine de réponses. Merci à tous de participer avec nous. Je vais en profiter pour clôturer l'activité. Et voici, et donc en effet, les freins à la prise de décision en partie sont la lourdeur administrative ainsi que le manque de confiance en soi. Je vais laisser Augustin prendre la suite. Ouais, c'est intéressant de voir les réponses. La lourdeur administrative a clairement été identifiée par toutes et tous comme le principal frein. Vous avez pas tort, mais c'est pas l'unique frein. En fait, il y en a énormément des freins à la prise d'initiative. Je voyais dans le chat tout à l'heure une certaine Florence qui demandait en fait comment on sait, comment on fait pour pour répondre en fait aux attentes des collaborateurs. En fait, c'est assez simple comme réponse. C'est la réponse de Paul. Il participait notamment, c'est que pour répondre aux attentes des collaborateurs, le meilleur moyen de le faire, c'est que ce soit les collaborateurs qui puissent répondre eux-mêmes à leurs propres attentes. Et ça passe par les rendre acteurs, en fait. Et donc, leur donner cette fameuse initiative. Sauf que les freins dont on est en train de parler maintenant les empêchent de répondre à cette initiative. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que c'est directement lié à l'engagement. S'il y a des freins à la prise d'initiative, je ne peux pas être acteur de mon quotidien d'organisation, je ne peux pas répondre moi-même à mes attentes, et donc finalement, je suis frustré et désengagé. Les freins à la prise d'initiative, aujourd'hui, souvent, ils sont existants et extrêmement faciles à lever. La lourdeur administrative, c'en est un. La complexité organisationnelle, donc là, on peut penser soit à une organisation très centralisée, à une organisation très top-down. Voilà, le poids de la hiérarchie est assez destructeur dans l'initiative. Voilà, si en tant que collaborateur, concrètement, je dois aller défendre mon projet auprès de mon N+1 qui doit le défendre auprès de son N+2, N+3 et ainsi de suite jusqu'au COMEX, forcément, il n'y a que les plus téméraires, les 5 collaborateurs les plus téméraires qui vont proposer leur idée. Et puis, il y a aussi tous les freins liés à l'autocensure. Alors ça, je vous la donne en mille, c'est le pire, c'est le plus destructeur et pourtant peut-être le moins tangible et le moins identifiable. C'est finalement, plutôt côté collaborateur, la question de se dire, est-ce que je suis légitime à proposer cette idée? Est-ce que je vais savoir faire? Est-ce que je vais avoir le temps? Comment vais-je être jugé par mes collègues et par le management, etc. Et donc, si on ne crée pas un environnement de confiance, un environnement encourageant pour les collaborateurs à proposer leurs idées, malheureusement, ils ne se l'autorisent pas. Ils ne s'autorisent même pas à réfléchir à leurs idées. En fait. Et donc, l'enjeu ici est de créer un environnement propice à la prise d'initiative pour que tout un chacun puisse proposer en fait ses idées pour améliorer en fait son quotidien dans l'organisation. Donc, ça passe par rendre la prise d'initiative simple, donc pouvoir agir vite et sans se frotter à de multiples étapes pour pouvoir mettre en œuvre son idée. Ça passe par du bottom-up. En fait, si on veut répondre aux attentes des collaborateurs, il faut que ce soit eux, absolument, qui puissent faire part de leurs idées. Donc, ça passe par une stratégie bottom-up concrète, c'est-à-dire donner le moyen de s'exprimer publiquement. Et donc, ça me fait le lien avec la communication et la transparence. En fait, si les collaborateurs n'ont pas une audience au sein de l'organisation pour faire connaître leurs idées, les défendre, échanger avec les autres, malheureusement, ce n'est pas encourageant. Et donc, ça ne crée pas cet environnement global propice à la prise d'initiative. Et donc, on va vous présenter rapidement un peu comment on peut créer cet environnement propice à la prise d'initiative.
Merci Augustin. La prise d'initiative, elle se fait d'autant mieux qu'on a un cadre et qu'on a des outils avec un fonctionnement qui est très clair. Si on sait que ça va aller jusqu'au bout et de manière simple et efficace, soudainement, c'est bien plus simple de prendre des initiatives. Et nous, ce qu'on propose assez rapidement, c'est un canevas de projet qui est par défaut très simple. C'est quoi le sujet? Comment on va s'y prendre? C'est quoi le budget? C'est quoi les délais de mise en place? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Et on déroule. C'est vraiment important, cette idée de frugalité. Et c'est pas un hasard si on a passé la barre des 4000 projets mis en place il y a 2 semaines. C'est que justement, cette approche très frugale, elle fonctionne très bien. Elle fonctionne très bien. Et ce dont on s'est aperçu assez rapidement, c'est que même si Teamstarter a été lancé en pleine période de Covid et qu'on était essentiellement sur du 100% distanciel, au fur et à mesure que les gens reviennent dans les bureaux, les projets Teamstarter, ça permet aux gens d'avoir envie, curieusement, de revenir dans les bureaux. Parce que qui dit projet en présentiel dit c'est mieux si on est là. Et sur le sujet, on a un peu réfléchi. Je crois que chez Bicast, vous avez même beaucoup réfléchi sur ce sujet de travail hybride. Hugo, je pense que tu es en mute. Ouais, tu es en mute. Tout à fait, oui, tout à fait, tout à fait. Me revoici, me revoilà. Excusez-moi pour ce petit point où on ne m'entendait plus. Comme je le disais, et merci pour l'introduction, Paul, puisque oui, en effet, on s'est vraiment intéressé au travail hybride, c'est un de nos domaines d'expertise. On a d'ailleurs réalisé en novembre là une étude avec OpinionWay sur plus de 1000 cadres et on en a fait ressortir pas mal de choses sur les habitudes des cadres dans un monde hybride, à savoir qu'ils télétravaillent en moyenne 2 jours par semaine, que 80% d'entre eux veulent maintenir cette organisation en 2023, mais cependant 86% d'entre eux estiment que c'est un challenge au quotidien. Ça implique donc de repenser les pratiques managériales, ça implique donc aussi d'avoir des outils, notamment comme Teamstarter pour créer des projets ensemble et maintenir le lien et faire aboutir ces projets, comme Bicast finalement pour pouvoir être productif pendant ces réunions ou autres. Si je me rappelle bien, 60% des cadres des managers, souhaitent utiliser ou utilisent déjà des outils collaboratifs. Donc, on voit qu'il y a une vraie tendance sur ce genre d'outils. Pour repenser les pratiques managériales sur du travail à distance, il vaut mieux ne pas être dans le contrôle. Ça peut être épuisant pour les managers. Il vaut mieux accompagner ses collaborateurs, leur faire prendre confiance en eux pour qu'ils prennent des décisions seuls. En hybride, finalement, les collaborateurs doivent faire preuve d'une plus grande autonomie. L'information n'est pas direct. On passe par des canaux de communication. Potentiellement, notre hiérarchie va être en réunion ou vous-même, vous allez être en réunion. Les échanges sont moins fluides. Le but, c'est d'apprendre d'avoir confiance en ses collaborateurs et de les rendre engagés. Ouais, complètement Hugo. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, dans le côté, il ne faut pas contrôler. Aujourd'hui, les organisations auraient tort de voguer un peu à contresens du télétravail. Il vaut mieux en fait prendre le sens du courant, mais par contre s'outiller pour pas se noyer en fait dans le torrent qu'est le travail hybride. J'adore cette métaphore. Le vrai sujet en fait, c'est comment on fait pour garder les points positifs du présentiel en télétravail. Quels sont les points positifs du présentiel? C'est déjà le lien social. L'organisation, c'est pas que le travail, c'est rencontrer des gens, trouver sa position dans la société. C'est le pouvoir du collectif. En fait, on parle beaucoup de la machine à café, mais c'est une réalité. C'est un peu basique, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que c'est à la machine à café que les idées se créent. C'est à la machine à café qu'on rencontre des collègues avec qui on n'a pas l'occasion d'échanger habituellement parce qu'ils ne font pas partie de notre service ou de notre BU. Et puis, c'est finalement aussi garder cette émulation positive parce que finalement, j'entends mon collègue à gauche en call commercial dire quelque chose que j'avais jamais entendu. J'entends un financier passer dans les couloirs et je me rends compte d'une réalité de l'organisation, etc. Donc, en fait, la communication, garder cette communication. Et si chacun reste chez lui à bosser dans son canapé ou à son bureau, s'il a la chance d'avoir un bureau, malheureusement, il va très bien faire son travail, il gagne en efficacité, mais par contre, on va perdre tout le reste. Et tout le reste, c'est ce qui fait en fait la puissance de l'organisation. Donc, 3 éléments super importants et je laisserai Paul expliquer comment on peut les activer avec Bicast et avec Teamstarter. C'est garder le pouvoir du collectif et aujourd'hui, on peut avoir un collectif à distance. On n'est pas pour le full remote, c'est pas ce qu'on prône. Par contre,
quand on est en télétravail, il faut outiller les collaborateurs pour pas qu'ils se retrouvent seuls chez eux. Donc, les laisser communiquer, les laisser travailler ensemble. Rendre le collaborateur acteur. En fait, c'est beaucoup plus facile de prendre l'initiative quand on est au bureau que quand on est seul chez soi. Et donc, il faut absolument leur donner le moyen de lever les freins à la prise d'initiative parce qu'ils sont encore plus nombreux quand on est en télétravail. Parce qu'en télétravail, on doit continuer à prendre des initiatives. Et puis, l'objectif, c'est aussi de continuer à motiver les collaborateurs à venir au bureau, en fait. C'est-à-dire que je parlais du full remote, du tout télétravail. Ça, c'est assez, pour nous, c'est un parti pris en tout cas dangereux. Et donc, il faut absolument trouver le moyen de montrer que venir au bureau pour les collaborateurs, ça a un intérêt. Et c'est le cas. Et pour cela, en fait, il faut tout simplement leur faire comprendre, leur faire prendre conscience, pardon, des avantages qu'ils auraient à venir en présentiel. Et donc, Paul va vous expliquer, va vous donner quelques exemples. Ouais, effectivement. Faut pas oublier qu'une entreprise, on appelle aussi ça une société. Et une société, dans une société, on a besoin du lien social. Et ce lien, bah, il est fatalement très challengé quand on arrive sur une forme de travail qui est hybride à forte propension télétravaillesque, si j'ose dire. Nous, ce qu'on observe, c'est que les projets concrets qui sont menés sur TeamStarter, ça génère de la vie. Ça donne envie, ça donne l'occasion de se rapprocher de ses collègues, soit sur des sujets d'apprentissage, des sujets de on fait du sport ensemble, on fait une fresque du climat, ou on organise un petit-déj avec un skipper du Vendée Globe pour parler du management ou de la notion de dépassement. Souvent, les projets donnent envie de venir au bureau. Et ça, bah, c'est très, très vertueux pour une entreprise parce que l'engagement, d'accord, c'est une expérience personnelle, mais c'est une expérience personnelle qui se vit de manière collective. Donc concrètement, à quoi ça ressemble? Petit exemple chez TeamStarter, un peu comme un réseau social qui a pour vertu de conserver du lien, ce lien qu'on avait traditionnellement devant la machine à café quand on était en full présentiel, on va, avec la plateforme, donner l'occasion de le maintenir un petit peu, de pouvoir discuter. Et sur chacun de nos projets, évidemment, on a paramétré la plateforme pour qu'il y ait des actus, il y ait des commentaires, qu'il y ait un échange concret autour des projets pour que les collaborateurs aient une occasion supplémentaire de discuter et de faire vivre quelque chose ensemble. Voilà. Ouais, et moi, je rebondirais aussi sur Bicast parce que pour l'avoir vécu, quand on se retrouve, par exemple, en télétravail et qu'on a une réunion importante et qu'on se retrouve seul en télétravail, ça arrive, c'est-à-dire que on peut se retrouver avec 4 personnes dans une salle de réunion et la 5e en distanciel. En fait, il ne faut pas oublier que cette personne, elle compte autant que les autres. Et donc, si on ne lui donne pas le moyen d'avoir un impact aussi important que ceux qui sont en présentiel dans l'organisation, malheureusement, on va créer une distance et la personne en distanciel dans cette réunion aura moins d'impact alors qu'elle a peut-être des choses super importantes à dire. Donc, plutôt que de dire non, les réunions, c'est en physique parce que c'est contraignant et donc en termes d'engagement, la contrainte est jamais bonne, plutôt donner le moyen en fait d'être acteur au même titre que ceux qui sont en présentiel pendant les réunions. Et ça, je pense que c'est la force d'un Bicast, par exemple. Et puis, pour abonder sur ce que tu disais, Paul, sur la prise d'initiative, aujourd'hui, il faut donner absolument le moyen aux collaborateurs de continuer à échanger à distance, mais surtout leur donner envie de continuer à échanger à distance. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas l'envie, le moyen ne sert à rien. Et donc, leur donner le moyen de prendre des initiatives qui les motivent, ça va être une bonne excuse pour ensuite échanger et garder ce lien social qui, en fait, est finalement le moteur de la société. C'est tout à fait vrai, hein, et sur cette belle conclusion, je propose que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Il nous reste encore un peu de temps. On respecte cette promesse finalement de 45 minutes pour répondre à vos questions. Justement, on va regarder un peu dans le chat et éventuellement en récupérer quelques-unes. Moi, je vois une question de Véronique Rounin. Je prends celle qui me vient sous la main directement. Yes. Partager une expérience perso dans le pro, est-ce qu'on arrive à conserver l'équilibre perso et pro et à ne pas dépasser les limites? En fait, nous, on a une vision assez claire là-dessus. C'est qu'on ne forcera jamais personne à partager une expérience perso dans le pro.
on donne l'opportunité de le faire. On donne l'occasion sur la base du volontariat de le faire. Et ça change tout. Parce que celui qui a envie de garder cette limite peut le faire. Par contre, la réalité, et c'est ce qu'on voit chez TeamStarter, c'est quand on donne le moyen aux collaborateurs de s'impliquer dans des initiatives qui sont au départ personnelles, mais qu'on leur donne le moyen d'amener cette initiative personnelle au sein de l'organisation, eh bien, ils le font. Aujourd'hui, on a accompagné plus de 4000 projets. Ces 4000 projets, à chaque fois, ça part d'une idée personnelle et les collaborateurs sont plutôt fiers de pouvoir la représenter dans l'organisation et fiers que l'organisation leur donne le moyen de porter cette initiative. Donc, la limite pro-perso, c'est plutôt dans la charge de travail, dans la charge mentale. Mais par contre, pouvoir apporter sa singularité dans l'organisation, ça, je pense qu'en termes d'engagement, on ne peut pas faire plus puissant. Voilà, j'espère que ça répond à votre question, Véronique. Question d'Adrien plutôt. Développer la notion de bottom-up. Alors, oui, ça va être short en quelques minutes, mais très concrètement, le bottom-up, bah, c'est l'inverse du top-down. Top-down, c'est je suis PDG, je prends une décision, je prends une initiative et je l'impose à tout le monde. Bottom-up, c'est l'inverse. C'est je suis collaborateur dans l'organisation, je peux être récemment arrivé dans l'organisation et je vais pouvoir faire part de mon idée, faire part de mon initiative et elle sera écoutée et j'aurai le moyen de la porter. Mais le moyen de la porter moi-même, ça c'est super important. Le bottom-up, c'est pas que je balance mon idée et ensuite j'espère que le top management va la reprendre. L'objectif, c'est aussi de responsabiliser les collaborateurs et donc leur donner l'opportunité de s'exprimer. En retour, ils doivent se responsabiliser et en fait porter eux-mêmes leur idée. C'est ça le bottom-up. Le vrai bottom-up, c'est donner le moyen, mais c'est aussi que ceux qui puissent en bénéficier le fassent. Ouais, je vais rebondir rapidement là-dessus, Augustin. Sur le terrain, ça se vérifie. Moi, tous les jours, j'ai effectivement des collaborateurs qui sont motivés, mais mon travail, c'est de faire en sorte que cette motivation, elle soit pérenne. Et que j'ai en face de moi une personne qui est réellement engagée dans son projet et qui va aller jusqu'au bout dans son initiative de bottom-up. Et il y en a beaucoup, des gens qui ont d'une part de très bonnes idées et qui en plus sont tout à fait enthousiastes à l'idée de participer à cette nouvelle émergence du bottom-up. C'est un vrai truc. C'est un vrai truc. Il y a une question de Myriam qui est super intéressante. Comment on fait basculer, comment on fait pour basculer une organisation du top management au bottom-up? En fait, aujourd'hui, ce qu'on détecte dans les organisations, et on a l'occasion d'échanger avec Hugo, avec Paul, avec beaucoup de dirigeants d'organisations dans notre quotidien, ça c'est une vraie chance parce que ça nous permet de voir une tendance, c'est que les dirigeants, en tout cas les dirigeants français, ont cette volonté de rendre leurs organisations un peu plus horizontales. Par contre, souvent, ils se frottent à une difficulté, c'est comment concrètement je le fais. C'est-à-dire qu'au kick-off en janvier, on dit voilà, on va vous écouter, etc. Par contre, au fur et à mesure de l'année, ça s'étiole un peu parce qu'on n'a pas mis en place des process bien définis. Le bottom-up, ça ne veut pas dire laisser tout libre, en fait. Ça veut dire cadrer et identifier les leviers qui vont permettre aux collaborateurs d'être acteurs. Donc, il y a des outils comme Bicast, parce qu'en fait, dans une réunion, quand on se retrouve avec le DG, avec son manager, bah, peut-être qu'on est un peu en retrait, donc on n'ose pas s'exprimer. Donc, des outils participatifs comme Bicast, c'est super puissant et ça commence par des petites preuves concrètes comme celle-ci, qu'on ait une organisation bottom-up et on se donne le moyen de l'être. Et puis, il y a TeamStarter, c'est-à-dire qu'en fait, on outille. C'est-à-dire que moi, j'ai croisé un nombre de dirigeants qui m'ont dit « Non, mais Augustin, moi, ma porte est ouverte. » C'est-à-dire que tout le monde peut venir me proposer une idée. Souvent, en les provoquant un peu, je leur dis « Mais ça, vous avez eu combien d'idées? Il y a combien de personnes qui sont venues à toquer à votre porte cette année? » « Oh, ben 3 ou 4. » Ah ouais, sur une organisation de 500 personnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ouvrir sa porte, c'est pas du tout suffisant. Ce qu'il faut faire, c'est permettre aux collaborateurs d'identifier des moyens concrets d'être acteurs. Et donc, c'est des outils digitaux. C'est un accompagnement parce qu'en fait, prendre une initiative, comme l'expliquait très bien Paul tout à l'heure, ça fait peur. Et donc, si on rassure pas les collaborateurs, ils vont pas prendre l'initiative. Et pour faire basculer une organisation du top-down au bottom-up, il faut qu'il y ait des preuves concrètes. C'est-à-dire qu'il faut que les collaborateurs concrétisent leurs idées, parce que sinon, ça restera une lubie de la direction. Et donc, pour que ces idées se concrétisent, on va les accompagner, on va les outiller pour faire en sorte que déjà, ils soient en confiance et proposent leurs idées, mais surtout que leurs idées aboutissent dans l'organisation. Je vais compléter rapidement cette réponse. En fait, on ne fait pas basculer une organisation du top management au bottom-up.
Pour moi, les deux sont très complémentaires. Une entreprise, c'est un projet qui est bilatéral. C'est pas ça 100% du haut ou 100% du bas. Avec Team Starter, ce qu'on fait, c'est qu'on redonne, on permet de rééquilibrer un petit peu avec la force qui vient du bas. Et on est dans de la conduite du changement pur et dur, mais on s'attaque à quelque chose de culturel qui est séculaire, a fortiori en France, et ça se fait petit à petit. Donc il n'y a pas de basculement à proprement parler, on va plutôt parler de rééquilibrage, et de fait, ça se fait très bien parce que le lien entre les collaborateurs et la direction se fait de fait avec le portage de projet. Enfin, je ne sais pas si ça vous permet de mieux comprendre la réponse. Si, en effet, c'est clair, hein. Tu parlais de conduite du changement, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est quelque chose qu'on développe chez Bicast aussi, notamment avec des projets de transformation. On a accompagné une grosse entreprise là récemment sur ce sujet. Elle voulait déployer un plan stratégique sur 21 antennes dans toute la France, et elle cherchait un accompagnement sur l'impact du message. C'est-à-dire qu'on a pu développer des sessions dans ces différentes antennes, les envoyer de manière asynchrone pour que tout le monde participe, donne son avis, et ils ont pu étudier les résultats ensuite. Donc ça leur a permis de définir l'impact de ces réunions finalement qui étaient faites de manière descendante, mais aussi chacun de son côté, pour globaliser les résultats et pouvoir aller vers l'avant. Donc, comme vous le disiez, en effet, il faut développer l'engagement. Ça se fait en bottom-up, mais ça se fait aussi de manière générale, et c'est bilatéral dans une entreprise. Donc, je vois qu'il est 12h16. J'ai l'impression qu'on est pile poil dans les temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Paul et Augustin. On est dans le tempo. Je vois qu'il y a les premières personnes qui commencent à nous quitter. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là. En tout cas, si certains ou certaines d'entre vous souhaitent poursuivre la discussion, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez vous connecter avec nous sur LinkedIn, par exemple, ou venir nous contacter sur nos sites internet respectifs. On sera vraiment ravis de pouvoir continuer à échanger, de challenger, et puis voir si on peut vous aider, bien évidemment. Ce sera avec plaisir. C'est vrai qu'on vous accompagnera avec plaisir. Merci à tous pour votre participation, et à bientôt, peut-être, si vous décidez de revenir vers nous. Et puis merci pour ta participation et ton invitation. C'était un plaisir de. Et merci à vous deux aussi pour votre participation. C'est un plaisir d'avoir animé et préparé ce webinaire avec vous. Merci à toi, Hugo. Au revoir. À bientôt.